Bien, bonsoir à chacun. Merci de votre présence, d'avoir bravé le crachin breton pour nous rejoindre. Bon, la fois dernière, c'était une grève générale. Je suis très heureux de voir que l'Académie de Marine est très représentée, d'abord avec en tête son ancien président Xavier de la Gorce, pour accueillir un petit peu le petit nouveau, le petit dernier de la section Histoire, Lettres et Arts, dont je suis heureux de saluer la présidente Raymonde L'Italien qui est là. Alors, Vincent Guinaud, on vous connaît, on te connaît, allez, dans le cadre des Mardis de la Mer, parce que tu étais venu il y a déjà quelques temps, pour nous parler de ce sujet magnifique, les phares, parce que les phares, c'est un coup de foudre que tu as eu il y a longtemps. Tu t'étais beaucoup impliqué dans le cadre de ce projet de musée d'Ouessant, et puis Eudes Riblier, bien sûr, va te présenter. Alors, les phares, c'est passionnant, parce que c'est à la fois de la culture, du patrimoine, c'est de l'histoire, c'est de la haute technologie. Peut-être vas-tu nous parler des fameuses lentilles de Fresnel. En tous les cas, c'est quelque chose qui nous amène tous à voir à quel point, en mer ou à terre, c'est quelque chose qui nous élève beaucoup. Donc, merci beaucoup de récidiver une nouvelle fois pour nous parler. Alors, on a pris une problématique, je dirais, un peu technique. Le satellite fait-il du phare un monument historique? Quand bien même ça sera un monument historique, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. En tout cas, un très grand merci de ta présence. Donc, Eudes, bien sûr, va te présenter. Vincent Guinaud, vous êtes un homme de la terre et de la mer. Vous êtes né à Vannes, vous avez un grand-père Terre-Neuva, vous pratiquez la voile en croisière comme en régate, entre autres, vous faites un tour de France à la voile en 90 avec Thomas Coville. Durant vos études à l'école polytechnique, pour votre année de formation militaire, vous choisissez le commissariat de la marine et vous servez quelques mois en tant que commissaire adjoint sur la frégate anti-sous-marine du Gué-Trouin. Diplômé de Polytechnique, ingénieur civil des ponts et chaussées, vous faites un DEA en organisation et pilotage des systèmes de production, puis un doctorat en histoire à l'Université Paris 1, où vous soutenez une thèse sur l'histoire du service des phares. Si vous commencez votre carrière professionnelle dans l'industrie, vous vous orientez très vite vers la recherche et l'enseignement. Vous êtes 10 ans chercheur à l'école des ponts Paris-Tech, dont 2 ans et demi comme chercheur invité à l'école française de Rome. Dans le prolongement de votre thèse, vous publiez plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur l'histoire de la signalisation maritime en France et à l'étranger. Vous participez à de nombreux livres orientés vers le grand public et à des projets muséographiques en France métropolitaine et dans les Outre-mer. En 2009, vous passez de la recherche à son terrain. Vous rejoignez l'administration des affaires maritimes en tant que chargé de mission afin de proposer et de conduire une politique en faveur du patrimoine des phares. En 2012, vous êtes commissaire de l'exposition phare qui est proposée au Musée national de la marine. Et, Graal de toute carrière, consécration suprême, vous intervenez au Mardi de la Mer déjà. En 2015, vous intégrez le corps des conservateurs du patrimoine et travaillez au Musée national de la marine avant de rejoindre en 2017 le musée du Quai Branly Jacques Chirac, dont vous êtes aujourd'hui directeur adjoint chargé de la recherche et de l'enseignement. Vous êtes membre de la section Histoire, Arts et Lettres de l'Académie de Marine et vous avez la parole. Bien, merci pour vos mots d'introduction et de présentation. Oui, je suis un peu le midship de l'Académie depuis quelques semaines, donc je suis très honoré que des consoeurs et des confrères soient venus ce soir. Ah voilà, ça y est, ça bascule. Donc on pourrait plier cette conférence en une minute en répondant à la question de Christian Buchet. Le satellite fait-il du phare un monument historique? Réponse oui. Mais on va essayer un peu d'étoffer la réponse. Alors c'est une question que je me suis ou on m'a souvent posée, comme Jean-Eudes l'a rappelé. Je suis passé d'une carrière un peu académique, enfin dans un laboratoire de recherche à l'école des ponts, à l'administration de la mer, et puis, mais pas n'importe quelle année, 2009, Grenelle de la mer. Et la question du patrimoine des phares a été souvent posée et lors de multiples rencontres sur le littoral, voilà, on posait souvent cette question, est-ce que finalement, avec le GPS, est-ce qu'il y a vraiment encore besoin des phares? Enfin, quel est le... Voilà, donc ça revient à cette question que j'ai traduit par l'histoire d'un déclassement technique ou d'une obsolescence qui serait celui des phares. Et dans le même temps, on va être macronien, en même temps, une valorisation culturelle de ces édifices. Donc, la réponse donc, est oui à l'intitulé de la conférence, mais on va voir que ça a pris beaucoup plus de temps et que ce n'est pas le GPS tout seul qui a contribué à ce que les phares deviennent des monuments historiques. Donc, je vais vous faire très, très rapidement une histoire très accélérée
d'Alexandrie au GPS. Souvent, c'était aussi la manière dont c'était formulé. Je reviendrai quand même sur un moment important qui sont les années 70, qui est une mutation tout à fait fondamentale dans l'histoire de la sécurité de la navigation. Et puis je me poserai la question, la question du phare monument. Depuis quand est-ce que les phares sont des objets culturels? Si seuls les marins s'intéressaient aux phares, je pense qu'on n'aurait pas cet engouement autour de leur patrimonialisation. Voilà, on verra que là aussi, il y a une histoire qui est longue. Tout ça n'a pas commencé dans les années 2000, puisque le GPS se démocratise à partir des années 2000. Effectivement, ça correspond au moment où on se pose quand même beaucoup de questions sur l'avenir des phares. Donc, cette histoire, cette chronologie très courte des 20 dernières années, qui effectivement correspond aussi à... Quand j'ai commencé ma thèse, je n'avais absolument pas l'idée de travailler sur le patrimoine. Donc la question du patrimoine des phares, ce n'était pas un présupposé. Je n'ai pas commencé à m'intéresser aux phares parce que c'était un problème patrimonial. Et je commence ma thèse en 1995, donc ça date un peu, mais enfin, c'est pas non plus... c'est un quart de siècle. Je me suis intéressé aux phares parce que les collègues avaient déjà pris les routes, les ponts, les ports, donc il restait les phares. Donc voilà, j'étais le dernier arrivé là aussi, donc il fallait bien trouver un sujet de thèse. Et puis j'ai découvert que vous verrez, c'est les ingénieurs des ponts, les polytechniciens, curieusement, qui sont occupés par les marins. Donc c'était vraiment une thèse d'histoire administrative, technique, et pas du tout sous la pression de mon Dieu, tout ça va s'écrouler, que fait l'État. Voilà, ça c'est arrivé plus tard, et on pourra en parler. Donc voilà, on va faire un très rapide historique pour remonter, non pas, je ne vais pas remonter à Alexandrie, mais on va avoir une vue du XVIe siècle, donc, qui est en fait du XVIIIe, parce que on reprend une vue plus ancienne, qui donne, voilà la manière dont on se représente le phare d'Alexandrie au XVIe siècle, c'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout la tête que ça peut avoir, une sorte de tour de Babel enflammée. Donc on sait que ce phare a été construit au IIIe siècle avant l'ère commune, et si on n'a plus aucune idée de son image même, c'est parce qu'il s'est écroulé au début du XIVe siècle. Donc le phare le plus connu, on n'en a même pas à l'époque une idée très claire. Voilà, le phare est un objet un peu mythologique. Alors on doit quand même à Alexandrie ce nom de phare, qui est le nom de l'île, qui fait une différence quand on se promène à travers le monde. Le monde est divisé en deux. Il y a ceux qui parlent de phare, plutôt les langues latines, phare, pharos, pharo. Et puis il y a toute une série de pays où c'est la maison du feu, Lighthouse, Leuchtturm, Turtan en breton, Todai en japonais. Voilà, c'est toujours la maison du feu. Donc on doit à Alexandrie ce mot et cette image du phare. Et là aussi, l'idée que c'est un bâtiment utile aux marins, mais qui transmet beaucoup plus de choses. Et dans le cas d'Alexandrie, les archéologues qui ont beaucoup travaillé depuis nous disent que c'est la totalisation de tous les savoirs d'une époque. Alors on va un peu avancer. Alors, ceci est-il un phare antique? Pour nos amis espagnols, oui. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont vendu à l'UNESCO. Parce qu'il y a effectivement sous ce phare, dans le soubassement, les restes d'un phare romain du 1er ou du 2e siècle, on n'en est pas très sûr. La tour actuelle, telle qu'elle se présente, est plutôt de la fin du XVIIIe siècle. La lanterne qui est au-dessus est, elle, plutôt du XIXe. Tout ça pour dire que la première question qu'on va essayer de se poser, c'est depuis quand a-t-on des phares? Et puis d'abord, on va faire tout de suite un petit sondage, c'est combien il y a de phares dans le monde en ce moment-là, tout de suite, à l'heure où on parle. On va mettre ça aux enchères. Combien est-ce qu'il y a de phares? Il n'y a pas de mauvaise réponse. 1000 à ma gauche. Combien? 50 000, alors c'est entre les deux. 30 000? 20 000, qui a dit 20 000? Vous avez gagné. Je ne sais pas ce que vous avez gagné, mais voilà. 20 000. Voilà, c'est 20 000. Alors, ça dépend comment on compte. Si on compte les feux dans les livres du CHOM, vous avez 80 000 feux, mais tous les feux ne sont pas des phares. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le patrimoine qui a posé la question de la définition de qu'est-ce qu'un phare.
Alors, on pourrait y revenir, si vous voulez, dans la conversation. Ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Mais avec des définitions sur la portée, sur le fait qu'il y ait eu un gardien, parce que c'est quand même, souvent on dit le gardien de phare, quelle que soit la taille du phare, s'il y a eu un gardien, c'est un phare. Donc on est sur ce chiffre de 20 000. Voilà, cette période du XVIIIe siècle, hein, il faut retenir qu'au début du XIXe, il y en a 150. Donc tous ceux dont je vais parler là maintenant sont vraiment des phares très rares, c'est vraiment une denrée très rare jusqu'au XIXe siècle. Donc on va, voilà, je vais quand même parler de la Corogne parce que sinon nos amis espagnols seraient vexés parce que leur dossier UNESCO, vraiment, c'est le premier phare passé d'ailleurs à l'UNESCO en tant que tel. Il y a d'autres phares dans des périmètres UNESCO, mais c'est parce qu'ils sont dans des fortifications comme à la Havane. Mais celui-là a été classé en tant que tel et avec cette idée que c'était un phare antique, en tout cas le site en tout cas lui était connu pour être signalé depuis très longtemps. Alors là aussi un phare très important, en tout cas dans sa symbolique, hein, c'est la fameuse lanterne de Gênes. Là aussi plusieurs strates. Entre le XIIe, le XIVe et le XVIe siècle, le milieu du XVIe siècle qui lui donne sa forme qu'on peut toujours voir d'ailleurs à Gênes. Ce phare est vraiment le symbole de la République de Gênes. Tous les tableaux le représentent. Et c'est vraiment là aussi, c'est un phare qui aide les marins à trouver l'entrée du port de Gênes, comme à Alexandrie. Mais c'est un symbole politique. C'est le symbole politique d'une république maritime, et le Lorrain le comprend en mettant en premier plan ce phare sur son tableau. Alors on va arriver en France, voilà on va dire le premier phare national, royal. On n'est plus du tout là dans un phare construit à l'entrée d'un port, on est à l'entrée d'un estuaire. Et puis surtout, on est sur un projet de phare qui, au départ, est un projet, on pourrait qualifier de municipal. C'est Montaigne, maire de Bordeaux, qui lance les premiers travaux. Mais le phare va être, un peu comme EDF, va être nationalisé, renationalisé. Et Henri III puis Henri IV vont en faire un symbole fort de l'implantation de la monarchie dans une terre qui a longtemps été anglaise. Et qui a visité Cordouan, là aussi, par acclamation? C'est pas mal. Mais on peut faire mieux. Donc, j'invite tous ceux qui n'ont pas visité Cordouan, au départ, soit de Royan, soit du Verdon, d'aller voir que là aussi, c'est un bâtiment construit pour aider les marins à trouver l'entrée d'un estuaire passablement agité. Mais on y construit une chapelle, on y construit une chambre pour le roi, qui n'y est jamais allé. Mais voilà, on est dans l'idée du monument, donc quelque chose. Et alors, il n'y a pas de GPS, mais le phare est déjà monumental. Mais il y en a très peu. Donc évidemment, on peut se permettre de les construire sur ce mode. Donc vous avez là une vue. On a travaillé avec Dassault pour reconstituer le phare. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a à gauche le reste d'un phare qui, lui, date des Anglais, du Prince Noir, sur Cordouan, qui est encore une île. Si vous y allez, il n'y a plus d'île, c'est un plateau rocheux. Donc là, on est vraiment dans un phare exceptionnel, mais je vous dis très peu de phares, mais des phares comme Cordouan qu'on peut encore visiter. Alors voilà, ça c'est beaucoup moins flatteur, mais c'est quand même le début d'une histoire beaucoup plus massive des phares. Je vous ai donné ce chiffre de 20 000 phares. Il faut retenir qu'ils ont été pour la plupart construits au XIXe siècle et même plutôt dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On passe en quelques décennies de 150 à 20 000. Pratiquement avant la Première Guerre mondiale, on a quasiment tout construit. Donc c'est quelque chose qui est un phénomène exponentiel, massif, et qui en France est planifié. Donc, voilà, comment ça se passe? Alors c'est un amiral qui compte les fameuses 150 phares. Si je le sais, je n'étais pas là pour les compter, mais l'amiral Thévenard fait un très beau texte et il compte les phares. Alors, il en trouve 150. Bon, ce n'est pas le chiffre le plus important, c'est que la moitié sont construits dans les îles britanniques. Donc ça, concurrence
anglaise oblige. Donc les Anglais ont un service des phares depuis Henri VIII, hein, c'est ce qu'on appelle la Trinity House. Et les Anglais ont construit massivement, beaucoup, dès le XVIIIe siècle. Et donc, alors qu'en France, hein, je vous ai parlé de Cordouan, on pourrait rajouter, pour ceux qui connaissent Ouessant, le Stif, Oléron, les baleines, quelques feux à l'entrée de la Seine, Gatteville, voilà. Et voilà, on a une dizaine de feux, de phares. C'est très peu. Et les Anglais en ont plus de 70. Anglais, Irlande, Écosse. Donc, comme toujours en France, dans ces cas-là, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On crée une commission. Voilà. Donc, on crée une commission qui s'appelle la Commission des phares, qui existe toujours. Quand je me suis occupé de patrimoine, qui a changé de nom, vous êtes, en tout cas, moi, je m'étais battu pour qu'elle reste Commission des phares, comme l'école des ponts reste l'école des ponts. Parce que si on commence à changer de nom, après, on perd le côté vintage. Donc la commission des phares est créée en 1811. Donc là, il y a d'autres problèmes à gérer en France que de construire des phares. Mais c'est bien elle qui va, en 1825, adopter un plan d'équipement de l'ensemble des côtes de France. Et c'est d'abord une carte. Alors j'ai essayé de grossir la légende. Hein, c'est cette commission composée d'ingénieurs, de marins, d'hydrographes, on va revenir sur les hydrographes, décide qu'un navire quittant Dunkerque ne doit jamais quitter un phare de vue en longeant les côtes de France. Donc c'est ça le cahier des charges. Alors c'est simple, mais c'est extrêmement contraignant. Hein, parce que, je vous dis, on a une dizaine de feux du côté de l'entrée des arsenaux, la Brest, Rochefort, mais il y a des tas de zones d'ombre, si j'ose dire. Et donc on décide de ce projet. Alors c'est là, Christian en a parlé, qu'un personnage très connu, assez connu, entre en scène. C'est donc Augustin Fresnel, hein, à qui on doit ces appareils lenticulaires. Mais Fresnel et son invention ne sont que l'émanation d'un groupe, d'un collectif, qui s'est donné comme mission d'éclairer les côtes de France. Et Fresnel est un ingénieur des ponts. C'est quelqu'un qui a montré des dispositions pour la science qu'Arago avait repérées à l'école polytechnique. Et donc l'administration française, dans sa grande sagesse, l'envoie construire des routes en Bretagne. La gestion des ressources humaines est ce qu'elle est. Donc Fresnel envoie des lettres désespérées à Arago en disant « Sors-moi de là, je vais mourir ». Et Arago dit « Bon, on a bien un poste, on a créé une commission des phares, tu as l'air de t'intéresser à l'optique, et donc on va t'embaucher comme secrétaire de la commission des phares ». Donc quand on lit Fresnel, premier directeur du service des phares, non, les débuts dans l'administration ne sont jamais ceux-là. Il est secrétaire d'une commission à qui on a demandé de regarder s'il y avait un sujet, et c'est là que Fresnel va dire on va inventer des appareils assez sophistiqués qui sont plus efficaces que ce qu'on connaît jusqu'à présent. Et là aussi, il ne faut pas tout ramener. Alors la lentille, c'est ce qu'on voit, hein, c'est le fameux panneau lenticulaire. Là, c'est l'objet que, si vous allez à Ouessant, au musée des phares, il est exposé à Ouessant, il a été restauré par quelqu'un que connaît bien Hélène Richard, hein, qui est un restaurateur qui a beaucoup pris soin de cet objet. On fêtera d'ailleurs cette année le bicentenaire, enfin l'année prochaine, en juillet 23, les 200 ans de l'installation de cette optique à Cordouan. Donc l'optique est importante, mais ça combine en fait plusieurs innovations. Hein. Il y a également les lampes, hein, ce sont des lampes dites à mèche concentrique, hein, c'est la lampe à huile qui vient, elle, plutôt des progrès de l'éclairage urbain. Il y a de l'horlogerie aussi, parce que vous voyez qu'il y a des panneaux, ça tourne, donc ça émet un signal. Donc c'est nettement plus sophistiqué que, vous voyez, ce qu'on a vu sur cette vue un peu improbable d'Alexandrie, mais où on a un feu qui brûle, donc on a un signal fixe. Donc quand on n'a que des signaux fixes, comment vous distinguez un phare d'un autre si vous ne savez pas très bien où vous êtes sur la côte? Donc là, ce qui apparaît avec l'idée d'optique tournante, c'est l'idée de signal. C'est-à-dire qu'un phare, c'est des données qu'on peut trouver, hein, une portée, un signal qui le distingue des autres. Alors pour autant, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit sur nos côtes. Ça tourne très lentement. La période d'apparition et de disparition de la lumière, l'ordre de grandeur, c'est la minute.
Donc nous, on ne reste pas 1 minute ou 2 minutes à savoir quel phare on a sous les yeux, on compte des éclats. Ce n'est pas du tout ce que fait cet appareil. Enfin, c'est quand même une percée significative. Et c'est aussi dicté par ce cahier des charges, hein, parce que si vous voulez qu'un bateau ne quitte pas des yeux les côtes, il vaut mieux avoir un appareil efficace et le mettre assez haut. Donc c'est pour ça qu'il faut construire une 40aine de phares sur les côtes de France, d'après la commission qui fait le plan de 1825. J'avais dit que je parlerais des hydrographes parce que j'allais dire que c'est presque eux qui guident la commission. Fresnel, c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui ne navigue pas, qui fait des expériences d'optique. Ses camarades, c'est des bâtisseurs, les ingénieurs des pompes sont des ingénieurs qui construisent dans les ports, mais ce n'est pas non plus forcément des gens qui sont du milieu maritime. Et donc, ceux qui portent la voix des marins, qui disent il vaut mieux mettre ce phare à tel ou tel endroit, c'est clairement les hydrographes. Alors évidemment, formellement, c'est Arago qui est le président de la commission, mais celui, quand on lit, alors tout a été mis en ligne, on peut lire toutes les minutes de la commission des phares, celui ou ceux qui sont très présents dans les décisions et les délibérations, parce qu'on délibère beaucoup à la commission des phares, où est-ce qu'il faut construire alors phares, tourelles, balises, hein, et donc les hydrographes sont très présents. Et ils sont très présents parce que là aussi, il y a une chronologie. Hein. Si les phares, comme je vous l'ai dit, arrivent massivement au XIXe siècle, c'est parce qu'on a réglé la question de la précision du point en mer et qu'on commence à produire des cartes de manière, j'allais dire, industrielle, et des cartes sur lesquelles on peut repérer et porter les indications concernant les phares. Donc là, vous avez un système de navigation cohérent, en fait, entre la navigation, les cartes dont on connaît toute l'histoire au XVIIIe siècle, et la signalisation, hein, qui mettent au fond la navigation sous je ne vais pas dire les ordres, mais disons, c'est la science, c'est les académies qui sont là pour donner aux marins les outils nécessaires à la navigation, et les cartes précèdent les phares, et sans carte précise, il n'y a pas ou très peu de phares. Donc c'est important, on le verra, parce que c'est ce qui fait système qui est intéressant dans cette histoire. Alors on va construire des phares. Bon, je ne vais pas vous infliger, parce qu'on n'a pas le temps, une longue histoire de la construction. Juste pour la petite histoire, là, est-ce que vous reconnaissez où on est, là? Non, genre de Cap-Fréhel, mais j'ai peut-être entendu la bonne réponse. Peinmar. Voilà, Peinmar, Eckmühl. Donc vous avez à gauche le premier phare, ce qu'ils appellent aujourd'hui le vieux phare, mais qui n'est que, alors hop, voilà, j'ai la réponse, 1835, qui est un phare qui correspond à un plan type, qui est le plan type que vous retrouvez à l'île de Bas, à Gravelines. Donc il y a une idée de standardisation. Hein, donc on a un programme architectural, un soubassement dans lequel on met les huiles, le logement des gardiens, un fût, et en haut la fameuse lanterne et l'appareil de Fresnel. Et si on voit que ces phares ont une durée de vie d'une 60aine d'années, puisque la photo qui est un peu sépia, là, c'est la construction de ce qu'on appelle Eckmühl, c'est-à-dire le nouveau phare de Peinmar, qui lui est de la fin du XIXe siècle, qui permet d'éteindre le phare précédent. Et pourquoi est-ce qu'on construit 60 ans après un nouveau phare? C'est parce qu'on veut y mettre une optique et surtout des sources lumineuses beaucoup plus puissantes. Le bâtiment que vous voyez derrière, je ne sais pas si je peux le montrer, non. Vous avez donc derrière le phare d'Eckmühl un bâtiment, c'est le bâtiment dans lequel il y avait la machine pour produire de l'électricité, une machine à vapeur couplée à un générateur électrique. Donc c'est un phare électrique, le premier phare le phare d'Eckmühl. Et donc il y a un certain nombre d'autres feux qui sont construits à cette époque, donc une deuxième génération construite pour porter des lumières, des puissances lumineuses dont on pense qu'elles sont d'ailleurs théoriquement infiniment plus puissantes que celles de Fresnel. Alors voilà, il y a toute une série d'innovations à la fin du XIXe siècle. J'ai résumé ça, donc le passage du phare étoile au feu éclair. Hein, le phare étoile, c'est ce phare plutôt de la période de Fresnel, hein, qui apparaît très lentement. D'ailleurs, les mots qu'on emploie, c'est l'éclipse. Enfin, on emploie un vocabulaire d'astronomie pour parler des phares.
Il y a un personnage dont je reparlerai tout à l'heure qui est Michelet, hein, qui compare les phares à un système céleste maîtrisé. Hein, c'est comme s'il dit à une phrase, c'est comme si la France fit descendre un ciel sur la terre. C'est magnifique, c'est du Michelet. Mais ce n'est pas faux. Donc c'est vraiment l'idée d'un système céleste maîtrisé. Hein, donc les marins qui regardaient les étoiles, qui visaient les étoiles, bon, ils visent des phares et c'est la même lumière d'une certaine manière. Donc ça change à la fin du 19e siècle, puisque là, on a des nouvelles sources lumineuses, donc phares électriques, gaz. Les optiques tournent beaucoup plus vite, on les met sur des bains de mercure, ce qui pose quelques soucis en termes de patrimoine aujourd'hui, parce que le mercure, on sait que ce n'est pas très bon, mais ça permet de faire flotter l'optique et de la faire tourner beaucoup plus vite. Et c'est là qu'on a, en fait, les feux qu'on a, nous, l'habitude hein, de voir et de compter, hein, qui font 2 éclats toutes les 10 secondes, 3 éclats toutes les 15. Hein, c'est à la fin du 19e siècle que technologiquement, on met en place ce système. Donc des puissances inédites, mais... attendez, oui, voilà, voilà, un exemple de technologie de la fin du 19e siècle, début du 20e, c'est le feu à pétrole sous pression, hein, feu qui était largement utilisé jusqu'à la fin du 20e siècle dans les phares en mer. Voilà, là vous voyez Philippe Torreton en gardien de phare. C'est pas un mauvais film, hein, L'équipier, du point de vue ethnographique. Ils ont beaucoup parlé avec des gardiens. Et il y a une scène, vous voyez qu'il est avec ses lunettes, parce que c'est une flamme extrêmement forte, hein, et c'est un sifflement très particulier. Donc ce feu à pétrole, c'est voilà, une innovation voilà, fin du 19e, début 20e. Et là, on est vraiment persuadé qu'on va pouvoir porter la puissance des phares, non pas tellement plus loin, parce qu'avec la rotondité de la Terre, on est quand même déjà, on est vite bloqué, mais en tout cas, on s'est rendu compte que quand même, dès qu'il y a un peu de brouillard, ça marche nettement moins bien. Et on est persuadé qu'en augmentant la puissance lumineuse, on va percer le brouillard. Parce que les modèles mathématiques qu'on utilise, qu'on a calculés avec des lampes à huile, semblent donner cette tendance-là. Donc, nous, on a tous fait l'expérience de passer en plein phare dans le brouillard. On sait que ça ne sert à rien, mais eux ne le savaient pas. Et en fait, ça va être la grande désillusion de puissance lumineuse, là aussi infiniment plus forte que celle du début du 19e, pour un résultat finalement assez médiocre. Je vous invite à aller à Ouessant un jour de brouillard, à 500 mètres du Créache, qui est le phare le plus puissant au monde. Vous voyez un halo de lumière, et pas beaucoup plus, quoi. Par contre, vous allez entendre quelque chose, qui est un signal sonore. Donc ça veut dire que dès le dernier tiers du 19e siècle, on sait que le phare, ça ne règle pas tous les problèmes des marins. Et donc on essaye d'autres choses. On essaye donc les signaux sonores. Alors on se rend compte que ce n'est pas très directionnel, hein. Ceux qui naviguent savent que quand on entend une cloche qui tinte, bon, on sait qu'il y a un truc pas clair, pas loin, mais dans quelle direction, ce n'est pas évident de le trouver. Mais enfin, ça donne une indication. Et surtout, en cas de brouillard, c'est mieux que rien. Donc on a je reviens à cette image. Vous avez vu cette vue du Créache. Moi, ce que j'aime beaucoup cette vue, c'est la camionnette qui est devant. J'aime beaucoup. Alors, pour la petite histoire, ils avaient même arrêté le phare pour faire la photo, parce qu'on s'est longtemps demandé comment ils avaient réussi à faire cette photo. Et à Ouessant, les Ouessantins, à force de les tanner, ils vous donnent l'histoire. Et en fait, ils avaient arrêté le phare, ce qui est rigoureusement interdit, mais le temps pour le photographe qui était là de faire cette belle image. Donc voilà, on va continuer à augmenter les puissances lumineuses, mais on sait déjà que ça marche pas très bien. Et puis surtout, le son, on essaye. On va mettre en place très tôt de la radionavigation. Donc la radionavigation, là vous avez les premiers radiophares qui sont mis en place avant la Première Guerre mondiale. Donc la radionavigation, hein, donc on émet non pas une onde visuelle, mais une onde à travers avec un radiophare qui envoie un signal, hein, une lettre en général, hein, le S pour l'île de Sein, O pour Ouessant, et les marins, avec leur radio-gonio, déterminent le gisement dans lequel se trouve le radiophare et n'ont pas besoin de voir pour trouver leur chemin. Donc l'idée de se repérer au-delà du visible est quelque chose qui est très ancien.
hein, et qui, d'une certaine manière, donne déjà un petit coup de vieux à nos phares, qui sont quand même des technologies plutôt début du 19e siècle. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ingénieur des ponts qui s'appelle André Blondel, qui est un grand ingénieur de ces systèmes de navigation, qui fera toute sa carrière au service des phares en restant à Paris. C'est la suite de Fresnel, d'une certaine manière. Bon, Fresnel est quand même allé jusqu'à Cordon installer son optique. D'ailleurs, il s'en remettra jamais. Il est mort peu de temps après. Blondel, lui, il bouge pas. Il fait ses expériences et développe ses systèmes de radionavigation. Donc la radionave, c'est une histoire alors qui est peu connue. Je crois qu'il n'a pas encore trouvé son thésard, sauf erreur, mais tous ceux qui se sont essayés à l'histoire des phares, Jean-Christophe Fichou, Dreyer et moi, on arrive épuisés à la fin de la thèse, et on découvre ce truc-là, mais bon, il faut finir la thèse, et on n'a pas le temps d'écrire un chapitre suffisant sur la radionavigation, donc il y a certainement encore plein de choses à raconter. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la radionavigation, mais il y a toute une série de systèmes qui sont mis en place. Alors le LORAN, le DK, le SILEDIS, le RANA, le TORAN, l'OMEGA, avec tout un système. Donc des trucs qui, en gros, qui envoient des ondes que les marins captent. Et alors les LORAN, c'est des ondes qui portent très très loin. Là, vous avez des marins américains dans une station LORAN. Toute une série de systèmes donc, qui se développent, je ne parle pas du radar, enfin, donc tous ces systèmes du XXe siècle qui déjà font du phare, sinon un monument, du moins une aide à la navigation, mais pas la seule, et loin s'en faut. Et voilà, et donc on arrive à cette dernière étape qui est la navigation par satellite. Là aussi, tout ne commence pas avec le système Navstar, donc le GPS dans les années 70. Moi, je me souviens, vous avez parlé de ma frégate Duguay-Trouin, paix à son âme, elle a été désossée il y a peu de temps. Sur le Duguay-Trouin, en 1989, nous n'avions pas de GPS, mais on naviguait pas tout à fait au sextant quand même. Donc on utilisait ce qu'on appelait le transit, qui étaient des satellites américains, donc des années 60. Kennedy en parle dans son discours où il annonce que les Américains vont aller sur la Lune. Si vous lisez le discours, il y a un petit truc en disant qu'il y a déjà des satellites et que ça peut aider les marins à trouver leur chemin. Le système transit, alors il fallait l'attendre de temps en temps. Le transit, le satellite passait et on recalait notre position. On allait réveiller le pacha en disant ça y est, le transit est passé, donc ça y est, on sait où on est, commandant. Vous allez rire, on est bon, bref. Donc la navigation par satellite, elle a déjà aussi une histoire qui a plus de 60 ans. Donc évidemment, ça s'accélère avec le système donc GPS, les premiers lancements dans les années 70, le système complet des 24 satellites en 1995. Et puis l'usage qui en est fait. Et j'ai choisi ces deux images pour dire, voilà, on peut en discuter, qu'est-ce qui va changer entre ces modes de navigation. On continue quand même à trianguler, alors on ne triangule pas de la même manière avec les yeux que le fait le GPS en calculant le temps que met une onde à aller depuis le satellite jusqu'à votre point, mais on est dans des paradigmes qui sont, on a toujours des cartes, alors c'est des cartes numériques, mais enfin elles ressemblent encore à nos cartes papier. Donc voilà, il y a cette navigation, cette longue durée de la navigation, dans lequel, comme ce que je voulais vous montrer dans cette première partie, je vais essayer d'accélérer, voilà, que le phare n'a pas attendu le GPS pour être mis en concurrence, complété par toute une série d'autres systèmes, aides sonores, aides radionavigation, avec lesquels les marins raffinent l'art de ne pas se perdre en mer. Je voulais un peu parler de système technique, interface, alors là, terre-mer, parce que ça me paraît important. Si vous regardez là aussi qui sont les marins qui s'intéressent aux questions de phare et plus généralement de communication, d'interface terre-mer, vous allez trouver du côté de la commission des phares des marins qui sont assez savants en matière de signaux et de communication. Et on doit donc à cette période le premier réseau donc, de sémaphores. Donc en fait, si vous allez sur le littoral, vous savez très bien que souvent vous avez des points d'accumulation dans lesquels vous allez avoir un phare, un sémaphore. Allez, on va rajouter un bunker. Si on rajoute encore une abbaye, on est à Saint-Mathieu, où là il y a tout.
Mais voilà, et les gens se demandent souvent en disant c'est quand même pas bien malin l'administration française. Il y a les phares et balises qui s'occupent du phare et la marine qui s'occupe du sémaphore. On pourrait bien regrouper tout ça. L'histoire là, ça aide à comprendre comment les choses se sont mises en place. Le sémaphore est clairement au départ un lieu militaire de communication stratégique, où là on est dans un rapport actif avec les navires, alors que le phare, lui, il envoie son signal. C'est un rapport plus passif. Il envoie son signal, le marin se débrouille avec pour trouver sa route. Donc vous avez quand même cette dualité qui date là aussi d'il y a 2 siècles. Alors ça a quand même beaucoup changé dans les années 70, parce que ça paraît un moment fondamental, pour non plus parler seulement de phares ou de systèmes techniques, parce que tous ces systèmes n'ont qu'une seule ambition, c'est éviter les drames en mer. Drames qui sont de ne pas se perdre, mais aussi d'éviter de se rentrer les uns dans les autres, puisque la collision va devenir un sujet dans les années 70. Donc il y a toute une série de changements dans les années 60-70 qui me paraissent importants. Vous allez voir, ce n'est pas sans conséquence pour les phares. J'ai appelé ça de nouveaux risques. Alors évidemment, la tarte à la crème, c'est la MOCO, mais il y en avait eu d'autres avant. J'ai parlé des risques de collision. Un nouveau cadre international, on entend beaucoup parler en ce moment de SAR 79, SOLAS, donc les conventions qui gèrent le secours en mer. Les DST, proprement appelés rails, datent aussi de la fin des années 60, le plus connu étant Ouessant, mais le premier c'est le Pas-de-Calais qui est mis en place. Donc là, on voit bien que j'ai appelé ça un nouveau paradigme de la sécurité de la navigation, où là, on va être beaucoup plus proactif dans la surveillance des bateaux. Donc dans des systèmes actifs, alors que là aussi, le phare, lui, je vous l'ai dit, un système passif, les marins ont tous les instruments pour trouver leur route dans le détroit du Pas-de-Calais, au large d'Ouessant, mais ce n'est plus le sujet pour les administrations. Le sujet, c'est de couvrir les risques de la navigation, et pour ça, il faut, je vous dis, un nouveau cadre. Il y a un nouveau cadre, un cadre qui, lui, est international, et des nouveaux lieux qui sont les crosses. J'ai une photo de cross, Etel, 2012. Alors on voit tout de suite aussi le déficit de ces lieux par rapport aux phares. C'est quand même beaucoup plus difficile à vendre, à photographier. Il y a cette fameuse anecdote, vous savez, de Nicolas Sarkozy allant visiter un cross juste avant son élection, et qui ne comprend pas du tout où il est. Le Canard enchaîné en avait rendu compte en disant « Mais quel est l'idiot qui m'a dit d'aller dans un lieu où il y a des gens qui regardent des cartes ?» Enfin, ils ne savaient pas du tout où il était, il n'avait pas compris, parce que c'est vrai que ce n'est pas non plus tout à fait immédiat de savoir qu'est-ce que font ces centres de recherche opérationnelle de secours et de sauvetage, qui sont chargés à la fois de surveiller le trafic, mais aussi de coordonner les opérations de sauvetage. Alors, ce qui est important, c'est que c'est la même administration qui gère ça et les phares. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est dans ce qui fait que les phares vont changer de statut. Il y a évidemment des questions techniques, mais il y a aussi des questions de priorité de politique publique en matière de sécurité de la navigation. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe dans les années 60-70 est fondamental. L'invention des crosses, dont on a entendu parler au moment de... Ça correspond aussi à la création de la SNSM, enfin à la fusion, disons, des sociétés de sauvetage qui créent la SNSM en 67. Donc fin des années 60, début des années 70, il y a vraiment un nouveau paysage de la sécurité de la navigation qui me paraît fondamental, et qui n'est pas seulement, évidemment, il y a beaucoup de techniques là-dedans, il y a beaucoup on voit des radars, on va parler, après, l'AIS, tous ces systèmes, là, on peut regarder sur le site Marine Traffic, quand vous avez un petit moment, vous allez voir, vous regardez ces bateaux, c'est fabuleux. Donc on voit effectivement qu'on a basculé dans un monde électronique, à la fois de la sécurité et de la surveillance. J'ai noté aussi le Global Marine Distress and Safety System 99, donc une espèce de couverture comme ça globale de la sécurité de la navigation, dans lequel on peut se demander qu'est-ce que nos petits phares vont devenir, parce qu'on voit bien qu'on peut naviguer de manière sûre avec des outils électroniques. On pose d'ailleurs même des bouées virtuelles. Il y a des bouées virtuelles. Vous pouvez décider de mettre une bouée qui n'est qu'un point sur une carte, c'est que les marins voient, mais ils peuvent toujours la chercher sur la mer, elle ne sera pas là, mais ils la verront sur leur AIS. Donc voilà, il y a une sorte de virtualisation, et donc le phare, c'est tout sauf virtuel. Bon, il y a un autre phénomène qui
qui va toucher nos phares, qui sont a priori pas grand-chose à voir avec ce dont on vient de parler, qui est la question de l'automatisation. Là aussi, il faudrait remonter avant la Première Guerre mondiale, on savait faire des bouées. Les bouées lumineuses sont automatiques, elles s'allument toutes seules, avec une valve solaire. Donc on sait faire des objets automatiques depuis très longtemps. Ce qu'on ne savait pas faire, c'est l'adapter dans des phares importants, avec des puissances qu'on n'arrivait pas à avoir, avec des systèmes automatiques comme on avait sur les bouées. Et donc on a commencé à entendre parler de l'automatisation quand elle a touché finalement les derniers phares qu'on n'arrivait pas à automatiser, c'est-à-dire les phares en mer de l'Irbas, qui sont les seuls qui comptent, en tout cas on verra, qui jouent un rôle important. Voilà, au passage, j'en profite pour signaler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vraiment le texte que je trouve le plus beau. Enfin, Dominique pourra confirmer ou pas. Enfin, on en a lu quelques-uns, et moi, à chaque fois que je reprends le texte d'Abraham, je trouve que c'est vraiment le texte qui rend le mieux compte de ce qu'est ce métier de gardien de phare. Donc, il était au phare d'Armen, c'est pour ça que j'ai rapproché les deux. Et Armen est donc automatisé en 90. Ça va durer une quinzaine d'années. Ça se termine à Kéréon en 2005, de mémoire. Donc voilà, donc double peine, j'allais dire, pour les phares. Une obsolescence technique avec l'apparition, le développement plein d'autres systèmes de navigation. Et puis aussi des difficultés de maintenance, puisque les gardiens... vivaient dans les phares, les entretenaient, et que c'est un peu comme une maison, mais alors qui serait bord de mer, mais particulièrement exposée, quand vous n'y allez pas, ou peu, ça pose quelques petits soucis. Et donc, j'appelais ça la chute des phares, la chute de la maison, non pas de la maison Hucher, mais de la maison Phare et Balise. Voilà, il y a un problème de déclassement technique avec la radionavigation, il y a ce changement de paradigme, où on va avoir un budget pour gérer la sécurité de la navigation et dans lequel il faut arbitrer entre est-ce qu'on donne de l'argent pour les phares, est-ce qu'on donne de l'argent pour les crosses, sachant que ces budgets ne sont pas faramineux. On a toujours une discussion au moment du budget sur le fameux programme 205, qui est le programme de sécurité et des affaires maritimes. Donc ça conduit à une sorte d'un déclassement administratif des phares, qui était une direction du ministère des travaux publics, puis de l'équipement, avec un ingénieur général, des ingénieurs en chef, enfin toute une hiérarchie, qui est passée en quelques années au rang de bureau. Donc c'est comme si vous étiez en première division et vous arrivez en troisième division. Voilà. Donc évidemment, ce n'est pas bon pour votre dossier quand il faut aller défendre un budget. Ça vous pesez moins lourd dans les arbitrages. Et puis, il s'est passé un événement qui montre d'ailleurs que le sujet n'était pas vraiment un sujet patrimonial. C'est aussi la chute au sens physique de la maison Phare et Balise, puisque vous aviez jusqu'en 1992 au Trocadéro ce dépôt des phares construit sous le Second Empire, détruit en 1992 dans l'indifférence totale. On a détruit un phare dans Paris, ça n'a pas ému grand monde. Donc ça prouve que le patrimoine des phares n'avait pas encore été inventé. Mais c'était aussi symbolique de cette moindre importance de cette direction qui, pendant... ils étaient partis un peu avant 92, mais presque un siècle, faisaient des expériences. Il y avait un laboratoire de photométrie dans le sous-sol. Vous voyez qu'il y a une tour métallique, on réceptionnait les ouvrages avant qu'ils soient envoyés sur le littoral. Il y avait le bureau, la commission des phares dont je vous parlais, il a fallu trouver des locaux, elle avait son siège dans ce bâtiment, donc c'est un bâtiment très intéressant, et donc qui a été rasé, et j'allais dire avec elle l'administration qui s'occupait des phares. Donc ça, c'est pareil, c'est pas le GPS qui est responsable de ça, c'est des décisions de l'administration française qui se réorganise, qui se modernise, et donc qui fait qu'il n'y a plus de direction des phares. Alors, voilà, et le fameux « en même temps » arrive, c'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer dans les années 2000, c'est comme dans la 7e compagnie, c'est la tenaille, c'est le phénomène de la tenaille. C'est-à-dire que vous avez des problèmes budgétaires dans les phares, vous avez des problèmes de reconnaissance de est-ce que vraiment c'est utile pour la sécurité des marins, et en même temps, vous avez une sorte d'aura culturelle très forte. On verra avec quels moyens. Et là aussi, quand on est un peu historien, on a un peu l'esprit taquin, on se dit mais ça n'a pas dû commencer on n'a pas découvert les phares en 2000. Et donc je me suis amusé à faire une histoire du tourisme dans les phares,
n'était pas un sujet très... Voilà, l'histoire technique, ça, on la connaissait, Fresnel, voilà. Mais vous voyez, pendant que Fresnel installait son appareil, c'est pratiquement au même moment que Brascassa se rend sur cet îlot. Et qu'est-ce qu'il peint, Brascassa? Il peint des touristes qui vont, alors peut-être pas visiter Cordouan, parce qu'ils vont plutôt sur le banc de sable, mais il y a un tourisme vers Cordouan. Alors on pourrait faire remonter ça quasiment au XVIIe siècle. On a des voyageurs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des marins. Ça peut être des architectes, ça peut être un Bélidor, par exemple, dans son traité d'architecture hydraulique, parle de Cordouan. Donc ils vont voir le monument pour lui-même, 2 jours, alors que les marins, c'est plutôt la nuit qu'on s'intéresse aux phares, même si ça fait amer dans la journée. Mais vous avez ce goût, c'est Jean Lebrun qui a inventé cette expression, le goût des phares, qui se développe très au-delà du cercle maritime. Et ce tableau de Brascassa, il en est la preuve, hein. On est 1824, c'est vraiment, le tableau d'ailleurs est antérieur, parce que si on zoome, on verrait que l'appareil de Fresnel n'est même pas encore installé dans la lanterne. Donc c'est dire, c'est l'appareil de Lenoir qui est encore là. Donc le tourisme dans les phares est très très ancien. Et alors là, il faut toujours lire Michelet. Hein. Quand on a un sujet maritime, toujours aller voir Michelet, on est sûr de trouver. Donc je savais qu'il y avait un chapitre de Michelet sur les phares. J'avais déjà utilisé massivement la citation sur le ciel qui est descendu sur la terre. Là. Et j'en ai trouvé une autre qui est pas mal. C'est qu'en fait, Michelet, c'est le premier théorise pour la première fois le plaisir de regarder le phare quand on est tranquillement sur la côte. C'est pas du tout fait pour ça, on est d'accord, hein, c'est plutôt fait pour les marins depuis la mer. Mais Michelet, alors c'est une phrase magnifique, hein, parce que nous sentîmes combien cette position de gardien des mers en faisait une personne. On croirait du Descola, c'est une personne non humaine. C'est-à-dire qu'il personnifie le phare, ce qui peut expliquer d'ailleurs l'attachement qu'on va y porter, puisqu'on en fait une personne. Enfin, en tout cas, Michelet en fait une personne. Donc Michelet, 1860, et ça date, hein, c'est donc date de l'écriture de la mer. Alors évidemment, j'en ai cité qu'un, mais on pourrait en trouver d'autres. La littérature, fin 19e, hein, bon, il y a Edgar Poe qui écrit, mais c'est plutôt autour de ce texte de Jules Verne, Anatole Lebras, on est autour de 1900, là qu'on invente le phare comme lieu où il se passe des trucs abominables, hein, des meurtres, le gardien là il tue sa femme et son amant, enfin non, ça c'est dans Anatole Lebras. Là ils sont juste attaqués par des pirates, enfin bref. Et donc le gardien de phare devient un héros de littérature, donc là aussi ça infuse et ça fait du phare. Enfin, on ne devient pas un lieu patrimonial si on n'est pas déjà un lieu culturel, s'il n'y a pas plein de gens qui ont un attachement, et évidemment la littérature, le cinéma, la peinture et la photographie y ont massivement contribué. Donc là, je vous montre juste 2 images. L'une est la fameuse photo de Jean Guichard, Tempête sur la Jument, décembre 89. Là aussi, c'est intéressant. J'ai eu la chance, j'en ai de la rappeler, de faire un certain nombre de livres avec Jean Guichard. Et quand il fait cette photo en 89, c'est Tabarly qui lui dit « Tu ferais bien d'aller photographier ça parce qu'ils sont en train de virer les gardiens ». Guichard, c'est un photographe d'agence. Il a travaillé avec Tabarly. On a eu la chance de faire un bouquin sur Tabarly avec Jean. Bon, il écoute Tabarly. Tabarly lui dit, il y va. Et donc, il a la chance extraordinaire de faire cette photo que d'aucuns ont essayé de faire. Mais voilà, la probabilité pour que Théo Malgorn ouvre la porte à ce moment-là, elle était juste faible, quoi. Puis après, il n'y a plus de gardien, donc c'était plus possible de la refaire. Cette photo, elle va être une des plus vendues au monde en 1990. Enfin, la vie de Jean Guichard a complètement basculé ce jour-là, quoi. Il ne le savait pas, mais voilà, sa photo va être, c'est des millions d'exemplaires. Alors là aussi, j'avais commencé à essayer de faire la liste des endroits les plus improbables où on pouvait trouver des photos de phare. J'avais un dentiste dans l'Ardèche, des gens qui ont des photos de phare chez eux, et souvent des photos, alors c'est Guichard ou Plisson, c'est comme les religions, vous choisissez. On est l'un, on est l'autre, on est rarement les deux. Donc il y a cette photo, vous la retrouvez par exemple dans Les Affranchis de Martin Scorsese. Vous voyez, dans la piole, dans la chambre ou l'appartement d'un des flics, là, il y a la photo de Guichard. Alors Guichard voit ça, il me dit, est-ce que tu crois que je lui fais un procès? Je lui dis non, tu lui dis merci quand même, parce que quand on sait que Scorsese choisit c'est un maniaque, hein, comme tous les grands cinéastes, donc il avait choisi cette photo, elle n'était pas là parce que par hasard. Donc, et ces photos, vous voyez, on en a une autre, une du Chasse-Marée, on doit être au milieu des années 2000. Elles vont
donner l'alerte sur le risque encouru par les phares. Vous voyez le titre. Alors là, c'est devenu un marronnier dans les années 2000. Donc moi, j'avais fini ma thèse, normalement, j'étais tranquille, j'en avais fini avec les phares. Et là, voilà, ça revenait tous les mois dans le Télégramme. Alors, c'est les phares en mer de l'Iroise. C'est quand même là que le danger était. Et alors, comme j'étais naïf au départ, j'avais dit à mon administration, j'ai dit, mais on va rassurer les gens, on va leur montrer ça. On va leur dire, mais rassurez-vous, oui, bien sûr, ils vont tomber. D'ailleurs, c'est déjà beaucoup produit. Mais pas du tout en mer d'Iroise, mais plutôt dans les estuaires, là où il y a de l'érosion. Là, on est à la Coubre. Vous avez un trait de côte qui est assez taquin et qui bouge, et on en est déjà là au 3e phare. Donc on dit, on va rassurer les gens en leur disant, oui, c'est possible. D'ailleurs, ça s'est déjà produit. On m'a dit, surtout, tu ne vas pas aller dire ça. Tu vas dire que l'État s'en occupe. Alors, je vais dire, l'État s'en occupe. Bon, je suis devenu fonctionnaire. Et donc, voilà. Donc, voilà, le problème, il est là. C'est que vous avez cette image des phares qui se démultiplie sous des tas de produits dérivés et une administration dont je vous ai dit qu'elle avait des problèmes, oui, technologiques, le GPS, la navigation, mais aussi des choix de politique de sécurité à faire. Alors, voilà la réponse, voilà l'État en action. Vous voyez que c'est un inspecteur des monuments historiques, François Goven, qui attaque la face nord du phare des Hauts-de-Bréa. Ce qui était curieux, c'est qu'au fond, il y avait un décalage au début des années 2000 entre un mouvement très, très fort demandant à ce qu'on en prenne soin de ces personnes que sont les phares, comme dirait Michelet, et puis en fait très peu de reconnaissance par des classements au titre des monuments historiques. Alors Cordouan, on peut y revenir, alors vous avez vu, il est comme beaucoup plus vieux que tous les autres. Quand on commence à construire des phares, il a déjà plus de 200 ans. Donc lui avait été inscrit en même temps que Notre-Dame, mais c'était quasiment le seul en 2000. Donc on s'est dit qu'il fallait quand même corriger ça. Et donc voilà, il y a eu toute une série de commissions. Aujourd'hui, on a une centaine de phares classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Alors mes camarades des phares et balises me disaient oui, mais c'est pas parce qu'on est inscrit qu'on va avoir des sous de la culture, parce que travailler, j'ai découvert d'autres joies, c'est de l'interministérialité. Ça c'est génial. Et la mer c'est interministériel. Et je leur dis oui, d'accord, mais si on n'est pas classé, là on est sûr qu'on n'aura rien. Donc c'est pas un grand risque. Le seul risque, c'est effectivement que la culture s'y intéresse, et de fait la culture s'y est intéressée. Et en particulier pour le phare finir sur une note optimiste, sur le phare de Cordon. Ça a quand même pris 12 ans, c'est quand même long les affaires de patrimoine, puisque quand il y a eu le Grenelle de la mer, donc là il y a quand même, on m'a dit il faut que tu ailles faire grenéliser les phares. Je ne comprenais même pas ce qu'on me disait. Grenéliser voulant dire il faut que ce soit marqué dans le Grenelle, comme ça tu pourras aller te balader partout en disant ah c'est dans le Grenelle donc maintenant il faut agir. Bon. C'était plutôt un bon conseil. Et dans le Grenelle, on avait dit qu'il fallait qu'il y ait des phares classés monuments historiques. C'était pas possible, cette histoire-là. Cordon, le problème, c'est qu'il l'était déjà. Non seulement il était déjà, mais lui, février 2009, le directeur des affaires maritimes de l'époque va sur le phare, accompagné d'élus, le préfet, voilà, un aéropage se transporte sur le phare, et on dit, on ferme. Serge, Jean-Paul, les gardiens historiques, prenaient leur retraite, et on a dit l'État, vous comprenez, réduction des effectifs, et puis on peut tout à fait automatiser Cordon. Donc il faut trouver une solution. Donc ça a mis 12 ans, et tout le monde s'y est mis, la culture, le ministère de l'écologie, les collectivités, les associations. Et là, en fait, le point d'arrivée, parce que ce n'est pas très excitant de dire aux gens, vous allez mettre de l'argent pour faire des travaux, voilà, il faut quand même un objectif un peu plus ambitieux, et c'était effectivement l'UNESCO. Donc en plus, il avait été repéré sur une liste indicative. L'UNESCO a des listes comme ça d'objets, de lieux qui pourraient passer dans le patrimoine mondial. Donc ça a mis 12 ans pour faire un certain nombre de travaux, changer les modes d'organisation, recruter de nouveaux gardiens, et puis surtout faire ce travail qu'on a fait sur un site internet. C'est là que j'ai fait l'histoire du tourisme à Cordouan, des choses comme ça qui n'avaient pas vraiment été faites, pour montrer que oui, c'est un lieu exceptionnel et qui méritait cette reconnaissance. Donc pour répondre finalement à ta question,
La réponse est toujours oui, effectivement. Le satellite a fortement contribué à ce que les phares soient reconnus comme des monuments historiques, mais il a fallu quand même des processus de longue durée, vous voyez, sur parfois un siècle, parfois deux, pour que d'une part, cet espoir que le phare avait fait susciter de mettre un ciel sur la terre pour les marins soit un petit peu voilé par la brume et qu'on trouve d'autres solutions. Et puis que l'on construise ce désir ou ce goût des phares qui, comme Michelet, fait que la plupart des gens qui portent le discours, il y a eu des marins, il y a eu Tabarly que j'ai cité, mais la plupart des gens qui portent le discours du désir de voir les phares reconnus comme patrimoine ne sont pas forcément des marins, mais des gens pour qui c'est devenu un voisinage important. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Vincent pour cette fresque, je dirais, lumineuse, c'est le cas de le dire, qui nous emmène dans les étoiles, qui nous emmène aussi dans la réalité de terrain. Il se trouve que le phare de Cordon, j'ai eu le privilège d'être l'un des 6 parrains pour la candidature de ce phare, mais il revient de loin. Il y a, dans les années 90, c'est un monsieur qui s'appelle Bernard Conésil qui a eu l'idée de monter une association pour la sauvegarde du phare de Cordon qui était menacé. Dans le processus de grenélisation du phare, c'est que la cuirasse extérieure était sacrément fendue côté Grand Ouest et que ça a permis d'avoir quelques sous. Et dans le cadre effectivement du succès que nous avons eu, je crois que c'est le premier bâtiment maritime en quelque sorte qui rentre à l'UNESCO, on a joué aussi sur la biodiversité, c'est-à-dire qu'il est accroché sur un formidable platier rocheux où il y a tout un tas d'espèces naturelles. Donc on avait vraiment un dossier absolument complet qui n'a pas fait débat, sauf qu'avec le Covid, il a fallu attendre un an de plus. Bon, mais en tous les cas, je vous encourage vraiment, tous ceux qui ne connaissent pas le phare de Cordon, à le visiter. Hein. C'est un véritable château en mer, signé par Michel de Montaigne en 1584. C'est quelque chose de tout à fait étonnant et qui permet de montrer un peu ce flambeau de la maritimité. Voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions sur les phares, sur le patrimoine. Il y a 2 micros. En ayant toujours la gentillesse, merci, de vous présenter. Voilà, donc ici, vous l'avez, on va commencer par vous. Voilà, puis après. Donc merci de vous présenter. Oui, bonsoir. Je m'appelle Grégoire, je suis en 2e année de licence Histoire-Géographie. Je voulais savoir si avant de construire les premiers phares, les ingénieurs demandaient un retour d'expérience des marins pour pouvoir construire le phare au meilleur endroit et avoir la meilleure disposition possible dans les estuaires ou à l'entrée des ports. Alors, l'expérience directe des marins, elle va arriver plutôt plus tard dans ce qu'on appelle les commissions. Il y a des commissions nautiques qui sont consultées quand il faut changer un signal, déplacer, éteindre. Dans le moment un peu programmatique de 1825, ceux qui portent la parole des marins, c'est d'une part les officiers de marine qui sont dans la commission et les hydrographes. Et les hydrographes, eux, on le sait, travaillent toujours avec des marins qu'on dit pratiques. Ils ont toujours besoin de pilotes locaux. Donc c'est cette connaissance intime du littoral que les hydrographes portent dans les débats de la commission. Ils l'ont aussi acquise au contact des marins qui les aident à dresser leurs cartes. Donc voilà, donc c'est plutôt comme ça que ça commence. Et ensuite, c'est vraiment très intéressant parce que quand on lit la commission des phares, c'est de la jurisprudence. C'est vraiment quelque chose où on va aller chercher la mémoire de toutes les décisions qui ont été prises. Enfin, c'est vraiment, juste pour l'anecdote, c'est fait parmi les premières choses dont j'ai dit qu'il faut absolument que ça aille aux archives nationales, parce que je les avais retrouvés à Fontenoy, donc dans une armoire en fer, un peu comme ça, les trucs signés par Freinet. On me dit, mais oui, on en a besoin. On en a besoin parce que si on doit prendre une décision, on doit se souvenir de pourquoi on a construit le truc là. Et en fait, l'archive, la commission,
maintient toute cette mémoire, et avec souvent des avis demandés aux marins. Là, j'ai travaillé pour un colloque sur la signalisation au Vietnam. Clairement, les messageries maritimes disent on va le faire là, plutôt que là. Enfin, les marins sont consultés dans des systèmes, je dis un peu de jurisprudence, où on essaye Alors parfois, il y a des moments où ça marche moins bien. Je parlais de l'électrification, par exemple. Là, c'est un moment un peu de crise avec les communautés locales, parce qu'ils n'ont pas du tout besoin d'un phare qui porte très loin et qui les aveugle. On a des pétitions de marins contre les phares électriques, en disant mais pourquoi voulez-nous mettre ça? Parce que ça marche très bien comme ça. Et votre nouveau truc, là, alors c'est vrai à Pinmar, c'est vrai, ça va nous éblouir. Enfin, on n'est pas du tout convaincu. L'usager est assez conservateur, hein. Il sait ce qu'il a et il se méfie de ce qu'on lui promet. Donc là, pour le coup, voilà, là, on les voit aussi apparaître dans les archives dans un mode de laissez-nous ce qu'on a et ne faites pas ces phares qui envoient cette lumière très violente. Bon, après, ils se sont habitués. Mais voilà comment on voit apparaître les marins dans l'archive. Oui, Dominique Lebrun, j'ai écrit pas mal de choses sur les phares, dont une anthologie et un livre-reportage sur les gardiens de phares. Et à l'époque, j'avais été frappé parce que quand j'écrivais ce livre en tant que plaisancier et journaliste nautique, j'utilisais le GPS. Et on a tous oublié aujourd'hui qu'à l'époque, ça fait très peu de temps, le GPS avait une erreur volontaire. L'armée américaine ne voulait pas nous donner la précision absolue. Si on considère aujourd'hui la géopolitique internationale, ces divers événements qui se passent dans l'Est et donc la dépendance dans laquelle on se trouve, la France, du point de vue GPS, dépend toujours de l'armée américaine. Je ne sais pas où en est le système européen Galileo, c'est ça? Où il en est précisément, mais peut-être serait-il bon de rappeler que si un jour ce système devait nous trahir pour des raisons qui nous échappent, auxquelles on ne veut pas penser aujourd'hui, les lumières dans la nuit, les phares quand même, c'est bien pratique, et ce serait quand même dramatique que l'on entretienne l'idée que grâce à la technologie, on peut se passer de ces lumières allumées en haut de tours qui datent d'un siècle ou deux. Donc, qu'en penses-tu ? Alors Galiléo, je crois que c'est pour bientôt, puisque maintenant je crois que les GPS sont compatibles avec les deux systèmes. Donc, pour la petite histoire, il y avait des gardiens, je crois que c'était à Belle-Île, qui surveillaient, ils appelaient ça le DGPS, c'est-à-dire qu'ils surveillaient la dérive potentielle du GPS. Alors parce qu'en plus, on parlait du GPS, du signal naturel. On avait naturalisé le GPS, là aussi on en avait fait des étoiles presque qui n'étaient plus artificielles, et donc leur job était aussi de contrôler qu'il n'y avait pas de dérive. Moi, je connais peu de systèmes techniques qui ne dépendent pas d'un pouvoir auquel on accorde plus ou moins de confiance. C'est déjà le cas des phares. Là, on est sur des systèmes, effectivement, qu'on peut qualifier d'impériaux. Hein, le GPS, le satellite, ce sont des systèmes impériaux. Le phare, lui, est un système plutôt national. Hein. Toujours frappant de voir ces cartes où je vous ai montré la carte française. Ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, chez les Belges ou chez les Espagnols, c'est pas grave. Mais on dépend quand même d'une autorité qui peut, elle aussi, décider de l'éteindre. Je veux dire, les phares, en 1944, quand les Alliés arrivent sur les plages de Normandie, je veux autant dire qu'il n'y a rien qui est allumé. Bon, alors il y a le radar et ça. Donc il y a quand même les phares ne sont pas une garantie. Enfin, si tu parles de situations un peu extrêmes comme des cas de guerre ou autre, il y a aussi des consignes pour éteindre les phares. Donc tu as intérêt à garder ton sextant parce que là, on n'arrivera pas à éteindre les étoiles. Mais moi, je crois que l'idée que les phares, les systèmes de phares vont être des backups si jamais le GPS, tout ça. C'est pas non plus d'une fiabilité. Ça dépend aussi d'un pouvoir qui peut décider de l'éteindre pour des raisons stratégiques. Et ça s'est déjà fait pendant les guerres, en l'occurrence. Oui, Yves Dehaye, en matière de conservation du bâtiment, du monument en tant que tel, le phare, même s'il continue à éclairer, à projeter, même s'il n'y a plus la notion d'hébergement, c'est quelque chose qui va coûter très cher à entretenir. Et on sait tous qu'un monument qui n'a pas d'usage coûte très cher ou alors est menacé de ruine.
Alors, mes deux questions. Avez-vous des idées d'usage autres que le tourisme? Accordéon, je pense qu'on peut passer une nuit dans une casemate. Non, c'est toujours pas le cas. Alors on voit ça dans la presse régulièrement, mais donc voilà. Et quels autres usages que le tourisme pour maintenir, autant que faire se peut, et essayer de rentabiliser la notion du bâtiment, monument? Ouais, ça c'est la question. Alors on avait lancé ce slogan au moment du Grenelle, on appelait ça la deuxième vie des phares, c'est-à-dire une vie après les gardiens. Parce que tout ce constat que vous faites est effectivement assez tout à fait juste. Un bâtiment qui n'est pas habité, qui n'a pas d'usage par rapport à ses fonctions d'habitation, va se dégrader. Et puis vous pourrez même vous reprocher, la Cour des comptes pourrait vous demander pourquoi vous allez entretenir la chambre d'un gardien qui n'est pas là. En termes d'usage, de programme de sécurité maritime, ça pourrait poser question. Donc la question, effectivement, alors il y a tous les pays, alors il y a des pays où il y a encore des gardiens, donc eux, ils ont un petit peu moins de problèmes que nous. Tous les pays qui ont automatisé ont eu les mêmes questions. Il y a une association internationale, une espèce internationale des phares, qui s'appelle l'Association internationale de signalisation maritime, AISM, ou IALA en anglais, qui a son siège à Saint-Germain-en-Laye, qui est en fait l'émanation de congrès d'ingénieurs des phares qui se réunissent depuis la fin du 19e siècle, qui s'est constitué en association au moment où on crée l'OMI, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils n'ont pas de statut onusien, mais enfin ils en sont très proches. Et donc il y a un groupe de travail qui s'est constitué pour trouver des solutions à cette question que les Américains, les Anglais, les Irlandais, les Japonais, enfin tous les pays qui automatisent ont cette question-là. Et le mot-clé, effectivement, c'est en anglais, en français on traduit, c'est usage alternatif. Quel usage alternatif? Alors c'est là que ce genre d'image d'Armen ou autre introduit quand même un biais dans notre façon de jauger de la difficulté de cette question, parce que les phares qu'on voit le plus sont ces phares en mer. En fait, ils sont minoritaires. Sur les 20 000 phares dont je vous ai parlé, la plupart sont accessibles sur une pointe, dans une île. En France, je n'affiche pas le calcul, il y a 200 phares, il y en a 15 en mer. Donc ça veut dire que pour tous les autres, les solutions du type... alors effectivement, il y a le tourisme, la visite. Bon. Le logement, ça c'est massivement développé en Norvège, en Angleterre, en Écosse. Vous pouvez louer la maison du gardien de phare. Et il y a d'autres usages qui sont les usages comme base pour des réserves, des parcs protégés. En Corse, par exemple, dans le phare des Lavezzi, a accueilli les gardes du parc. Il y a un parc marin international dans les Bouches de Bonifacio. Donc là aussi, quand les gardiens, même avant que les gardiens partent, les gardiens du parc avaient pris l'habitude de s'y installer pour compter les puffins l'hiver et compter les touristes l'été. Donc il y a ces usages. Et chez les Anglais, la RSPB, la LPO des Anglais, qui est une institution extrêmement puissante, là aussi, s'était installée dans un certain nombre de phares. Donc voilà, il y a cette... après, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a quelques exemples quand même intéressants. Si vous allez en Corse, à Sénétose, c'est le conservatoire du littoral. J'avais beaucoup milité pour que le conservatoire du littoral reprenne les fonctions de propriétaire, parce qu'ils le font déjà pour des forts, c'est un opérateur qui a un savoir-faire en matière de patrimoine sur le littoral. Et ils l'ont fait, le STIF Sénétose, et donc Sénétose est aujourd'hui un gîte. Le vieux phare de l'île Vierge est aujourd'hui un gîte. Donc il y a des solutions de reconversion. Alors évidemment, les phares en mer de l'Iroise, compliqués. Mais ils ne sont pas si nombreux. Et j'avais eu la chance d'aller à la Jument peu après avoir pris mes fonctions. Là. Et je m'attendais à l'apocalypse, parce que je pensais que ça allait être dans un état... et c'était
plutôt bien conservés parce que c'est quand même ça avait été pas mal conçu cette affaire-là par les ingénieurs, donc c'est des lieux qui sont assez protégés, donc il y a encore le temps mais bon, évidemment le tourisme extrême dans les phares pose évidemment, dans les phares en mer, pose quand même des questions. Alors Cordouan est un cas compliqué, mais tant que les passes et tant que les bancs de sable permettent d'y accéder, la solution est tout à fait intéressante, parce que le passage à l'UNESCO a encore boosté le nombre de visiteurs, et c'est vraiment un lieu qui joue un rôle sur les territoires des deux rives. Donc voilà, c'est pas simple, mais voilà, il faut peut-être pas, c'est ce qu'on avait dit, on va déjà aller régler les problèmes des phares qui sont accessibles, parce que si tout de suite on se dit qu'on veut trouver la solution pour Armen, ça va être compliqué. Et surtout, ce ne sera pas la même. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces questions de conversion patrimoniale, la question c'est qui est autour et qui veut faire quoi. Le phare, c'est un endroit un peu générique, donc il dépend des phares et balises. C'est les gardiens, c'est une administration centralisée. Voilà. Quand vous êtes dans ces phases de transition, ça va dépendre aussi du désir des collectivités, de savoir s'il y a une association qui se mobilise. Donc il y a des tas de facteurs qui font que, bon, Cordouan, ça a mis du temps, mais ça s'est fait. Il y a des tas d'exemples comme ça de conversion, voilà, touristique, culturelle, qui fonctionnent plutôt pas mal et qui, voilà, vous trouvez les mêmes solutions dans à peu près tous les pays. Merci. Est-ce qu'il y a une question des internautes, eux, dans la salle? Oui, j'ai plusieurs questions à distance. Quel est le dernier phare construit en France? Que peut-on dire du phare de la Tour Eiffel? Quels sont les phares en état de péril actuellement? A-t-on retrouvé des vestiges du phare d'Alexandrie? Ça fait beaucoup là. La réponse est oui. Oui, ça fait très longtemps qu'on a trouvé, l'archéologie sous-marine a retrouvé des vestiges. Là, je renvoie sur les travaux de l'empereur, le centre d'études d'Alexandrie, qui a beaucoup travaillé. Ils ont remonté des statues, donc on commence à avoir une idée assez précise beaucoup plus précise qu'au XVIe siècle de cette affaire-là. Donc ça, c'était pour la dernière question. Le dernier phare construit, c'est dans les années 70 du côté de Fos-sur-Mer. J'oublie son nom là tout de suite, mais quand je vous ai dit que ça s'est terminé en 14, alors c'est pas tout à fait vrai. Ça va me permettre de corriger les choses. D'abord parce qu'on en a beaucoup reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de destruction sur Bretagne Nord, Normandie, Nord-Pas-de-Calais. Donc là, il y a eu beaucoup de reconstruction, mais le lieu, lui, était déjà identifié. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est terminé en 14. Bon, il y a quelques exceptions. Quéréon, qui est allumé pendant la 1916. Mais voilà. Et puis après, quand on construit un nouveau port, de fait, on va construire plutôt des feux, mais dans les années 30, il y a aussi le feu de Saint-Paul que j'aime bien, là, à Dunkerque, qui est un feu un peu, c'est comme les vendanges tardives, il y a des phares tardifs, mais je crois que le dernier, voilà, on avait fait un livre avec François Goven sur les phares monuments. Et c'était la première fois d'ailleurs, on avait fait un livre, on ne les avait pas classés dans l'ordre géographique, mais chronologique. Si vous regardez les livres, j'en ai fait avec Jean, ça commençait toujours, c'était de Dunkerque jusqu'à la Corse, on longeait, voilà. Et je lui dis, tiens, on va les mettre par ordre chronologique, comme ça on verra apparaître les effets de génération, d'architecture. Et donc du coup, on était allé jusqu'au dernier. Ou alors on peut considérer que la tour radar du STIF de Prouvé, c'est pas un phare, mais c'est quand même du Prouvé. Et donc là, c'est des années 80, donc c'est un bâtiment tardif. Les phares, la question, où est-ce qu'ils sont en danger, c'est ça? Les phares en péril. Phares en péril, voilà, j'ai un peu répondu. C'est tout ce qui est là, le péril est passé, non, mais sauf que quand ils en ont reconstruit un autre à la Coubre, si vous y allez. Et quand j'étais dans l'administration des affaires maritimes, on commençait à avoir de sérieuses alertes nous disant celui-là aussi, il va y passer. Et parce qu'il y avait après, bon, le trait de côte, c'est très compliqué, du coup ça s'est réengraissé, donc l'alerte est passée, donc il y avait de sérieux doutes. Je ne vais pas faire la liste de tous les phares qui se sont effondrés, mais sur les falaises de Normandie, il y avait un feu qui datait des Romains à Boulogne, la fameuse tour d'Ordre. Si vous allez à Douvres, vous avez à l'intérieur du château un phare construit par les Romains. Il avait son pendant côté français à Boulogne.
Et on le voit sur des gravures jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis un jour, on ne le voit plus parce que voilà, l'érosion, enfin, c'est des phénomènes classiques. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis moins inquiet que sur les phares construits sur les cailloux bretons, parce que bon, ils tiennent. C'est assez solide, hein, les phares. Hein. Quand il y a un cyclone qui passe, vous regarderez les images, souvent je me souviens Biloxi, Mississippi, le passage de Katrina, ils avaient un phare métallique avec une optique de Fresnel, donc on était en relation. Bon, évidemment, du jour au lendemain, je n'ai pas eu de nouvelles. Mais je suis allé voir les images, le phare, lui, était toujours là. Le phare de Nouvelle-Calédonie, le phare de l'îlot Amédée, lui, il est là depuis 1865. Il a connu quelques cyclones quand même. Donc les phares métalliques, par exemple, sont très bien pour ça. Ils ont une certaine élasticité. Donc les dangers, voilà, c'est les mêmes que tous les bâtiments sur le littoral. C'est les zones estuariennes, c'est les falaises. Qui sont tributaires de ces phénomènes. Et le phare de la Tour Eiffel ? Ah, le phare de la Tour Eiffel. C'est intéressant parce qu'il était là en 1889. Hein. Il y avait le système que vous voyez actuellement, il était d'origine. Et c'est en fait au pied de la Tour Eiffel, là où aujourd'hui il y a une sorte de stade un complexe sportif, il y avait des usines qui étaient les usines Sauter. Paris était une grande ville pour la production d'optique, non seulement en France, mais à travers le monde. Grâce à Fresnel, hein, l'optique est devenue une spécialité française. Vous en trouvez vraiment partout dans le monde. Moins chez nos camarades britanniques qui avaient leurs propres fournisseurs, mais quand même. Et donc Sauter avait son usine au pied de ce qui n'était pas encore la Tour Eiffel. Et il avait été sollicité pour installer des projecteurs. Hein, et donc le système tournoyant, on le voit hein, d'ailleurs sur toutes les vues. Mais c'était, il y a eu des phares dans toutes les expositions universelles. Il y en a le phare du Créache, l'optique du Créache que vous voyez actuellement, donc 2 étages double. Elle avait été exposée en 1937 à l'exposition internationale des techniques. Ils avaient fait un pavillon exprès pour montrer cette optique. Donc en fait, la Tour Eiffel, c'est la longue histoire de... On montrait les phares à Paris avant d'aller les mettre sur le littoral. Donc c'est un exemple. Et alors je travaille en ce moment avec j'essaye d'arrêter les phares, hein, mais c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock, c'est compliqué. Puis c'est plutôt plaisant, il ne faut pas se mentir. Et donc il y a en ce moment un jeune chercheur qui est en Estonie, qui fait une thèse sur les phares métalliques. Alors pourquoi un Estonien, vous me direz? Parce qu'en fait, un des rares phares Eiffel a été construit, vendu et monté. Alors, ce n'était pas l'Estonie à l'époque, c'était province balte russe. Et donc, on y est allé avec la descendante de Gustave Eiffel, l'association des descendants de Gustave Eiffel. On y est allé. Donc, Eiffel a construit, comme tous les constructeurs, les Batignolles, Schneider, enfin tous les grands constructeurs d'ouvrages métalliques ont construit des phares. On les connaît moins que les phares en granit breton, mais c'est une histoire tout à fait intéressante et il est souvent sollicité par la famille Eiffel parce que c'est un peu comme toutes les fortifications, c'est Vauban, tout ce qui est métallique, les ponts, les phares, tout est Eiffel. Donc en fait, on a redécouvert qu'il y avait beaucoup de fournisseurs. Donc c'est pas du tout anecdotique le lien entre Eiffel et les phares. L'année prochaine, je crois qu'il y a le centenaire de la mort d'Eiffel. Il y a une commémoration. Donc au mois de juin, il va y avoir un certain nombre de choses. Donc ce thésard, cet étudiant, enfin c'est un étudiant, il est aussi architecte, il a un cabinet, il doit être en Nouvelle-Calédonie en ce moment. Il fait la tournée des phares métalliques dans le monde. Et donc, il nous en dira plus sur ce lien qui, je vous dis, n'est pas du tout anecdotique entre Eiffel et les phares. Une bonne nouvelle, tu es certainement au courant, tu parlais du bâtiment des phares et balises au Trocadéro. Alors, le phare n'est pas tout à fait perdu. J'ai su récemment par la responsable de la culture de la mairie du 16e arrondissement qu'ils ont toujours la partie métallique. Ils avaient adressé à Vincent Compredon, le directeur du musée de la Marine, pour savoir si on pouvait le mettre, mais bon, je crois qu'ils veulent rester indépendants. Mais il y a une velléité de la part de la mairie du 16e arrondissement de remettre un petit phare dans les jardins du Trocadéro. Ça va pas... Oui, c'est même écrit dans le permis de démolir, tu vois. C'est plutôt le Conseil économique et social qui en avait pris l'engagement. Alors, pour la petite histoire... Moi, j'avais commencé ma thèse, enfin le livre, j'ai commencé par la démolition du phare de Paris. Il faut bien commencer
faire quelque chose pour dire tout ça c'est du passé. Donc j'avais pas mal bossé sur cette démolition et j'avais retrouvé des photos. On voyait le numéro du démolisseur, de celui qui avait le chantier. Donc je lui dis tiens, je vais appeler, on ne sait jamais. Et il était dans l'est de Paris. Il me dit bah, vous faites bien parce que c'est vrai que j'ai gardé tous leurs trucs, là, toutes leurs pierres. Ils devaient venir les reprendre et ils ne sont jamais venus. Bon, me voilà parti dans l'est de Paris. Et là, je découvre, et c'est les premières photos. Alors Francis Dreyer aussi a fait le pèlerinage. Et on a retrouvé, il y avait une tête, une sorte d'allégorie de la France maritime. Alors tout ça était dans les ronces. Et puis la lanterne, elle était à Croissy-Beaubourg, dans les emprises du ministère des Finances. Donc c'était super exotique, RER, pour aller à Croissy et retrouver ces vestiges. Et donc il y a une association effectivement d'histoire du XVIe qui s'est un peu emparée du sujet et qui a rappelé effectivement que le permis de démolir ce bâtiment pour construire, c'est la 3e aile du Conseil économique et social qui a pris la place. J'avais retrouvé moi des plans qu'avait fait l'architecte de reconstruction de la partie, c'est dommage que seulement la partie centrale, c'est-à-dire la lanterne et l'espèce de tour. C'était ça qui devait être reconstruit, pas le reste des bâtiments. Et bon, ça s'est jamais fait parce que personne n'a vraiment. Il n'y avait aucune espèce de pression patrimoniale sur les phares. Je t'ai dit, il y a dû avoir des pétitions, les gens ont râlé. Pas du tout. Les gens, les riverains, personne ne s'est plaint. Mais effectivement, il devrait. Alors la lanterne, elle n'est pas dans un état flamboyant. Hein, le cuivre est un peu attaqué, il y en a des bouts qui ont été... mais on l'a vu, effectivement, elle est là, et normalement, oui, il pourrait la... Alors ça coûte très cher, parce qu'il faut la restaurer, toujours pareil. Donc, mais en principe, c'est autant la responsabilité de la mairie que du Conseil économique et social, hein, de trouver un petit endroit pour rappeler qu'il y a eu ce bâtiment. Voilà. Moi, je trouve que les gravures, c'est pas mal, ça rappelle aussi. Ils ne sont pas propriétaires du jardin du Trocadéro, hein. Pardon ? Je peux vous indiquer la lanterne, nous occuperons. Ah. La chape et la PSN Farval. J'ai été photographié à Croissy-Beaubourg, la lanterne. Bon, il y a des plantes. Ah oui, oui, ça n'a pas beaucoup changé donc. Ouais. Bien les Mmh. Par contre, l'optique est obligée, je crois. Alors, il n'y avait pas vraiment d'optique parce que c'était au départ normalement une optique, un dispositif d'essai. Parce qu'en fait, là aussi, on se servait du Champ de Mars comme d'un lieu expérimental. C'était ça l'idée. Donc ils construisent en 1869. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait une source lumineuse et puis on envoyait des observateurs là, sur le Champ de Mars. Enfin, Paris a été un laboratoire de l'éclairage. Évidemment, avec les expositions successives, les bâtiments, puis le coup de grâce avec la construction de la Tour Eiffel, encore qu'il y a eu des essais d'optique qui ont été faits entre cette lanterne et la Tour Eiffel. Donc pour moi, c'est un dispositif expérimental où on pouvait changer justement d'optique ou de source lumineuse, ce qui fait qu'elle a une forme d'ailleurs beaucoup plus élancée qu'une lanterne classique. Mais ça, c'est pour vraiment le détail. Mais oui, on espère bien qu'un jour, elle sera là. Ben, merci, madame. Le CESE avait promis de... Ah, ça, oui, ils ont promis, oui. Eh oui. Il va falloir les secouer. Autre question, ou un tout petit mot également sur les bateaux phares. Ah, très bien, les bateaux si ça phares. existe encore. Ah, aussi. Enfin, de moins en moins. De moins en moins. Donc, si vous en avez 2 conservés en France, donc l'un à Dunkerque, le Sandetti, et il y en a un autre au Havre. Alors celui du Havre, je ne suis pas sûr qu'il se visite, mais il est classé monument. Pareil, on s'était occupé de se faire classer ça monument historique. Oui, parce que quand je faisais des conférences sur le patrimoine, j'allais au plus facile, c'est-à-dire les phares en mer de l'Iroise, ça va tomber. Et puis je disais, mais vous savez, il y a plein d'autres choses qui vont disparaître. Les signaux sonores, on en a parlé rapidement, les signaux sonores, officiellement, c'est terminé. Hein, donc en fait, le patrimoine le plus menacé, ce n'est pas forcément celui qui est le plus visible. Enfin, au sens de... les phares, moi je pense qu'ils ne sont pas si menacés finalement. Les dispositifs de radionave, je ne sais pas qui les collectionne, peut-être la Cité des Télécoms à Lannion, j'en suis pas sûr. Les systèmes sonores, il y a des gens qui avaient fait un site passionnant où ils allaient enregistrer les signaux sonores. Ça, pareil, ça a tendance à disparaître. Les bateaux-feux ont été remplacés par des... Alors les Anglais ont automatisé les bateaux-feux. On est allé au milieu de la Manche avec une équipe télé là, pour voir ce qui avait remplacé le Sandetti. Et donc les Anglais avaient automatisé
le bateau-feu, c'est une histoire passionnante. Hein. Les Américains, les Belges, les Irlandais, vous avez celui qui est sur la Seine, c'est un Irlandais, hein. C'est pas un bateau-feu français. Mais oui, c'est une histoire extraordinaire. Les marins, il y avait une exposition à Dunkerque, hein, sur les marins immobiles. Parce que là aussi, on s'imagine que le plus grand danger, c'est la tempête. En fait, non, c'est le brouillard, la peur de l'abordage. Quand vous êtes au milieu de la Manche, qu'on n'y voit plus rien et que vous savez que le trafic qu'il y a, vous êtes inquiet. Donc c'est une histoire effectivement passionnante. Et, voilà, il y a on a protégé aussi, alors les baliseurs aussi, les bateaux baliseurs. Alors moi j'ai vécu la fin du Émile Allard, du Georges de Joly, le Blondel, voilà toute une série de baliseurs historiques. Donc il y en a un qui a été mis à Douarnenez. Mais c'est, voilà, les bateaux baliseurs, ça a aussi une fâcheuse tendance à disparaître, alors que les phares, eux, ils ont une tendance à rester. Bonsoir messieurs. Alexandra de Vauguerin, je suis une ancienne étudiante en histoire-géographie de l'Institut catholique de Paris entre 2010 et 2013. Je me demandais, sur les 20 000 phares que vous avez évoqués au début de la séance, combien sont classés monuments historiques ou ont un titre équivalent pour ceux qui ne seraient pas en France? Et je voulais savoir aussi combien de temps on prenait pour déclarer un phare monument historique. Et une troisième question sous-jacente, un phare reconnu monument historique, d'un point de vue touristique, est-ce que vous avez un pourcentage du chiffre qu'il génère? Oui, beaucoup de questions. Alors déjà, on avait fait une enquête pour savoir combien de personnes visitaient les phares. Il n'y a pas de chiffre jusqu'aux années 2000. Alors moi, j'en ai trouvé dans les archives, parce que là aussi, c'est intéressant. Dans les années 30, les ingénieurs avaient compté. Il y avait déjà quelques dizaines de milliers de touristes dans les phares. Aujourd'hui, en France, on va dire, allez, il y a 1 million de visiteurs dans les phares par an. Et avec des phares comme les Baleines, qui a lui tout seul, le phare des Baleines, donc c'est l'île de Ré, qui fait lui 160 000, enfin on parle avant Covid, 160 000 visiteurs. Vous rajoutez Oléron qui en fait à peu près autant, donc vous avez déjà 2 phares qui font un tiers de cette fréquentation-là. Donc il y a de mémoire une quarantaine de phares qui peuvent se visiter. Mais vous voyez, ça va de chiffres très modestes, je ne sais pas, Plouarzel, à des phares qui font 100 000, 150 000 visiteurs. Alors, le phare des Baleines, lui, il est autoporteur financièrement. Il y a eu un nouvel appel d'offres. Là, il y a un nouveau gestionnaire qui a été choisi. C'était un format de délégation de service public. Donc ils arrivaient. Alors il y a eu des investissements du propriétaire, donc l'État, mais il y a eu beaucoup d'investissements faits par l'entreprise qui avait eu ce contrat. Donc voilà. Donc il y a une économie des phares. On peut s'amuser aussi à regarder. J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps sur les questions de réemploi des phares. Je vous parlais du phare de Sénétose. Si vous pouvez dormir pour 10 € à Sénétose, c'est un gîte. Donc c'est pas cher un gîte. Si vous allez à Giglio, donc une île de l'archipel toscan qui n'est pas très loin, vous avez un phare qui ressemble beaucoup à un phare corse. C'est 500 € la nuit parce que les Italiens, la marine italienne, elle a signé des contrats avec des investisseurs plutôt dans le monde de l'hôtellerie. Donc vous avez, alors il n'y a que 8 chambres, donc effectivement, et c'est 500 € la nuit. Voilà. Donc il y a, là aussi, c'est intéressant. Il n'y a pas des réponses très très différentes, alors que les géographies sont à peu près, enfin sont assez proches. Tout ça pour ne pas répondre à la première question parce que c'est la plus compliquée. Non, j'ai pas le chiffre. Je vous dis, en France, on a une centaine. Les pays qui ont l'équivalent, donc les îles britanniques, les Irlandais, les Écossais ont l'équivalent de classement, mais ce sont des entités qui ne s'occupent que des grands phares, donc ça doit être à peu près dans les mêmes eaux. Il y a 200 phares en Écosse, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous classés, enfin ils sont peu ou prou protégés. Les Canadiens ont voté une loi. Donc il y a un certain nombre de phares au Canada, au Québec, qui sont l'équivalent monument historique. Après, voilà. Récemment, j'ai vu que les Japonais en avaient mis 4.
C'était la première fois qu'ils mettaient des phares. Et puis on a pas mal travaillé avec des pays qui ont vu émerger, qui sont intéressés à leur patrimoine et avec lesquels on pouvait travailler parce que les archives étaient en France. Je pense au Maroc, par exemple, le phare du Cap Spartel, qui est un endroit extraordinaire. Donc c'est Gibraltar, mais côté Maroc, hein, quand vous arrivez. C'est un phare étonnant, une espèce d'architecture orientalisante, là, construit par un ingénieur français. Donc le Maroc a lui aussi un plan pour ces grands phares et pour les protéger. Voilà, donc je ne peux pas vous donner... il y avait eu des choses plus... je sais que les Bahamas avaient demandé à ce que leurs phares soient classés à l'UNESCO. Ouais, ils avaient fait une démarche, ils avaient été voir les Anglais qui leur avaient dit de se débrouiller. Donc ils avaient voulu, ils tenaient à leur phare parce que c'était l'Imperial Lighthouse Service. C'était un truc très particulier, ça avait été construit sur un plan un peu d'investissement, donc je sais qu'il y avait des volontés de le faire. Maintenant, sans aller jusqu'aux questions de classement, aux États-Unis, vous avez une énorme activité de réemploi de phares, de passionnés, de gens qui astiquent leurs optiques de Fresnel. Enfin, il y a des Fresnel, comme ils disent là-bas. Ils ont des sociétés de protection côte ouest, Grand Lac, voilà. Et c'est ce que les Anglais appellent des lighthouse lunatics. C'est vraiment des fanatiques. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je sais parce que je les avais accueillis. On m'a dit, ils viennent visiter les phares français. Je dis, ça très bien. Et alors je dis, ils vont aller, je ne sais pas, à Barfleur, à dire non, mais ceux-là, ils ont déjà tous vus. Non, ce qu'ils veulent, c'est ceux qui ne sont pas ouverts au public. Donc il avait fallu aller ouvrir un certain nombre de phares un peu plus underground, parce qu'ils en étaient déjà à la 4e ou 5e visite sur les côtes de France, quoi. Et la dernière petite histoire, si j'ai 30 secondes, qui était assez émouvante, c'est qu'un jour, j'ai une collègue écossaise qui m'appelle en me disant... Il y a un monsieur qui va arriver en France. Alors c'est un cycliste japonais qui va voir tous les phares dans les îles britanniques. Il avait déjà plus de 70 ans. Il est né en 1937, Toru. Et il avait fait toutes les îles anglaises, l'Irlande, l'Écosse. On a dit, maintenant, il arrive chez toi. Et donc il est arrivé à Dunkerque et il a commencé à faire les côtes. Et c'était assez émouvant. Il ne parlait pas un mot de français, évidemment, assez peu l'anglais. Mais il arrivait toujours à faire ses étapes et il dessinait ses phares. Il était assez connu au Japon. Il avait exposé ses dessins. Il avait rencontré François Joas-Poutrel, que certains connaissent peut-être, qui est un gardien de phare et aussi un artiste, qui avait fait les phares à la manière d'eux. Donc les deux se sont rencontrés, sont allés dessiner des phares ensemble. Donc tout ça pour dire que voilà, au-delà des questions, effectivement, les questions réglementaires, de classement, c'est important, les questions économiques, c'est important, mais je trouve que le plus important, c'est ce goût qui est assez universel. Je me suis beaucoup interrogé sur la question de l'universalité des phares au moment de l'UNESCO de Cordouan. Il n'y a rien d'universel dans les phares. Alors maintenant que je travaille au Quai Branly, j'allais dire, je suis bien placé pour le savoir, puisqu'on avait fait avec Hélène Richard un colloque sur les cartes. Et comme on le sait, il y a des cultures entières où les gens naviguent sans carte, sans phare. Donc on ne peut absolument pas dire que tout ce dont on parle là, c'est universel. Ce n'est pas vrai. Mais en revanche, je connais peu de pays où on n'aime pas les phares. Quand ils ont été construits, même en contexte colonial, même dans des histoires très différentes des nôtres, il y a ce goût des phares qui est assez universel. Et voilà, donc c'est toujours un bonheur de découvrir un vieux monsieur qui vient du Japon avec son vélo pour aller dessiner des phares. Merci Vincent. On a depuis longtemps Alors je crois qu'il faut aller très très vite. On a une dernière question très rapide, s'il vous plaît. Je suis très bavard. Oui, très très vite. Alors bonsoir monsieur, je m'appelle Maxence de Pluvier, je suis en première année de licence en histoire et sciences politiques ici. Et vous nous avez donc raconté l'aventure des phares qui ont été supplantés par le radioguidage, qui a lui-même vécu son temps et qui a laissé place aux satellites qui semble aujourd'hui la technologie ultime. Mais est-ce qu'on a des prévisions d'une technologie supérieure qui pourrait à son tour dépasser les satellites et faire de même des monuments historiques? Alors, comme je dis toujours à mes étudiants, je suis historien, je ne suis pas prophète. Et le passé nous surprendra toujours. Donc évidemment, le futur, je ne peux pas répondre à cette question-là. Tout
tout cas, je crois qu'il ne faut pas être évolutionniste en matière d'histoire des techniques. On peut tout à fait ne plus avoir de satellites. Voilà, l'histoire des techniques, elle n'est pas déterministe, elle n'est pas téléologique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes, effectivement, se recomposent les uns les autres et font quand même que certaines pratiques disparaissent. Tracer sa carte, son point avec sa règle de CRA, comme moi j'ai appris à le faire pour le permis bateau. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui tout le monde, même dans la rue, se le nez vissé à son téléphone, donc on se dit que ça a des effets cognitifs. Donc clairement, les paradigmes ont changé. Je crois qu'on n'est pas encore au bout des effets de ça, quoi. Enfin, de cette manière de naviguer, que ce soit d'ailleurs à terre ou en mer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que vous parlez comme si tout le monde, c'était mon point précédent, tout le monde ne navigue pas ou ne pratique pas le GPS. C'est pas encore répandu de manière totale. Donc il faut aussi regarder à l'instant T qui a développé d'autres manières de ne pas se perdre. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle « L'art de ne pas se perdre », justement. Et je pense que c'est aussi intéressant d'avoir aussi des études un peu ethnographiques ou historiques sur des tas d'autres, voilà, de manière, je parlais de ce qu'on appelait les wave pilots dans les îles Marshall, des gens qui se repèrent avec les ondes des vagues, c'est tout à fait impressionnant. Donc il y a beaucoup de choses aussi à creuser dans des techniques différentes. Et il n'y a pas encore une hégémonie absolue du GPS dans les modes de navigation. Et voilà, donc apprenez à faire du sextant, vous allez voir, c'est rigolo. Une bonne question. Simplement, Eudes Riblier, président de l'IFM, va te remercier. Et je veux simplement vous rappeler notre prochain Mardi de la mer qui est malheureusement toujours tristement d'actualité. Le thème, c'est guerre en Ukraine, l'onde de choc maritime. On aura cette fois-ci 3 intervenants. L'amiral Alain Oudot d'Inville, ancien chef d'état-major de la marine et membre de l'Académie de marine. Alain Miron, qui est professeur de droit international public à l'université d'Angers. Et Paul Touret, que vous connaissez déjà, qui est directeur de l'ISEMAR. Donc c'est dans 15 jours, mardi 29 novembre. Le mot de la fin, bien sûr, de notre président. Oui, merci Vincent Guignot pour cette magnifique conférence. Moi, j'en retiendrai au moins 3 choses. La première, c'est que le phare lumineux n'a pas attendu le GPS pour pencher vers le patrimoine. La deuxième, c'est que pour ne pas disparaître, il faut être un symbole. Et quel plus beau symbole que d'être un système céleste qui descend sur la Terre. Et puis la troisième, plus anecdotique peut-être, mais importante aussi, que quand on crée une commission, on peut en prendre pour 200 ans. Merci. Et puis je voudrais signaler à tous que nous organisons avec l'Académie de marine une conférence le 5 décembre prochain après-midi, lundi 5 décembre, sur l'océan 40 ans après Montego et maintenant. Pour ceux qui veulent, j'ai quelques petites présentations. Et pour les autres, vous pouvez trouver toutes les informations et vous inscrire à partir du site de l'Institut français de la mer.